Bonjour à toi, cher spectateur. Hérédité de Ari Aster. Ça fait plusieurs mois que j'en entends parler. En fait, pour être honnête, j'en entends parler depuis le moment où Jean-Maurice m'avait demandé de monter la bande-annonce pour le festival de l'Absurde Séance. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis demandé quel était ce film, vendu comme étant par le même producteur que The Witch, mais également qui avait l'air de se revendiquer de la même veine, un cinéma d'auteur de genre qui voulait expérimenter les possibilités de celui-ci, essayer de délivrer de nouvelles possibilités d'interprétation, mais également de ressenti au spectateur. Et avec le casting en plus que tu rajoutes par-dessus, le fait que Toni Collette s'était investi à fond dans le personnage au point de rejeter énormément de projets à côté, ça te donnait envie de voir ce qu'un jeune cinéaste, à travers un premier film qui semblait hyper ambitieux, pouvait donner. Le résumé pour faire simple, la famille Graham est en deuil. Elle vient de perdre son aîné, la grand-mère, et semble perdue, ne sachant pas si un soulagement doit la contenir ou le désarroi de la perte. La mère, Annie, va rapidement avoir la sensation que quelque chose s'est réveillé dans sa famille. Quelque chose qui pourrait bien changer le cours des choses. Alors comment vous dire que juste avant de voir le film, j'avais vu la vidéo de Dudu, où Dudu disait qu'il avait détesté The Witch, mais qu'il avait adoré Hérédité. Je comprends pas. C'est très difficile parce que pour moi, The Witch, c'était un film qui était peut-être un petit peu bancal dans son traitement, mais qui restait une œuvre impressionnante et un film de genre assez unique. Hérédité, même s'il ne se passe pas dans la même époque, même s'il ne développe pas les mêmes thématiques, quoique en un sens, est une œuvre qui lui ressemble beaucoup. On sent que Ari Aster a une vraie filiation avec le film The Witch, dans le sens où c'est une nouvelle fois un film de genre qui ne se contente pas simplement de développer une histoire qui terrorise le spectateur. C'est un film qui est embaumé, englobé dans un tout où le spectateur va constamment être tétanisé. On n'a pas peur devant ce film. On a peur de voir le film. On a peur de voir ce qui va se passer après. Le film ne fait pas peur. C'est le tout qui englobe le film. Le son, l'image, l'histoire, la narration. C'est un tout comme ça, offrant des possibilités immenses au futur du cinéma de genre dans cette veine-là. Et c'est là qu'on se rend compte que le film peut être vraiment intense, mais alors que par contre, il ne trouvera jamais un public, on va dire, global. Ça sera constamment un public de niche qui aimera Hérédité, mais ça reste un public qui sera fidèle très certainement à ça et aux possibilités qu'offre ce cinéma. S'il faut bien avouer que le cinéma de genre regorge de possibilités, une certaine vague de ce cinéma est en train de se faire une place au cœur de la production indépendante américaine. Une veine qui a envie d'expérimenter et d'offrir aux spectateurs quelque chose de neuf et de frais, avec de nouvelles possibilités. Ari Aster livre ici, avec ce premier long, un film inclassable, démarrant comme un drame familial, évoluant en un thriller manipulateur et psychologique pour se muer en une fresque fantastique et horrifique qui tétanise le spectateur, mais qui risque également de laisser beaucoup de monde sur le banc de touche et de poser peut-être un peu trop de questions aux spectateurs les moins ouverts. En termes d'écriture, Ari Aster, donc comme je disais dont il s'agit du premier scénario et de la première réalisation, a développé une histoire qui... Comment faire ça simplement? C'est pas un scénario linéaire. C'est pas simplement l'histoire d'une famille qui va perdre son aîné et qui va devoir faire son deuil. C'est un film qui est beaucoup plus viscéral, qui cherche à, par le biais de ce postulat, à développer ensuite tout un ensemble où constamment ce qui va germer, c'est une espèce de mystery box. Qu'est-ce qui arrive à ces personnages? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? D'où ça vient? Qui est responsable de ça? Quel est le but? Pourquoi à ce moment-là, ça se réveille? Tout ça en fait, ça développe un tout qui fait en sorte que Ari Aster pose une narration qui va, au fil du temps, ne jamais rester statique, ne jamais rester en suspens ou à un moment T se dire c'est à ce moment-là que je vais révéler quelque chose au spectateur. C'est constamment en fait que le film reste mystérieux. C'est un film qui est viscéral, qui a tendance à ne pas se contenter de laisser des choses comme ça de côté. C'est un film qui pose des éléments et qui fait en sorte que ces éléments, au bout d'un moment, on va avoir envie de les attraper et de se dire mais c'était pas le maillon essentiel qui allait tout retourner le film. Et tout était basé là-dessus. Je pense que le film, très honnêtement, mérite d'être vu, revu et revu parce que la première fois, on n'aura pas le même ressenti que la deuxième fois, que la troisième fois, que la quatrième fois, où on va voir quelque chose de beaucoup plus fort, quelque chose de beaucoup plus dense, quelque chose de beaucoup plus puissant en fait. C'est un scénario qui n'utilise pas des mécaniques de dramaturgie, de rebondissement, de retournement classique. C'est un scénario qui passe son temps à faire ça, si vous voulez faire simple. C'est un film qui passe son temps à rebondir, à se retourner, à repartir dans une direction puis dans une autre. C'est un film qui, du coup,
passe son temps en fait à dire au spectateur « Tu pensais que ça allait aller là? Ben non, ça va là. Et à tel moment, tu pensais qu'on allait tourner à droite? Et ben non, en fait, on va à gauche. » C'est un film qui ne prend jamais les choses comme déterminées. C'est un film qui passe son temps à se renouveler. La psychologie des personnages évolue constamment. Personne ne reste statique ou dans l'ombre au cœur d'un scénario qui ne se contente pas simplement de développer une histoire, mais qui cherche littéralement à faire de la narration le maillon essentiel pour manipuler, duper et tromper à son extrême le spectateur le moins attentif. Astor ne réussit pas simplement à embarquer cette galerie de personnages dans une aventure qui les changera à jamais. Il pose également le spectateur comme le chaînon manquant de cette aventure, l'élément essentiel qui s'appropriera de manière plus ou moins personnelle, plus ou moins ouverte, les différentes possibilités évoquées avant. Alors en termes de mes réalisations, j'avais vu un peu partout, et Durandal en rappuyait là-dessus, que le film était l'exorciste des temps modernes. Alors déjà, je ne vois pas la comparaison avec le travail de William Friedkin, qui à son époque avait littéralement révolutionné le cinéma, parce que si certains voulaient l'interdire aux moins de 18 ans, d'autres voulaient le mettre tout public, l'exorciste, ça montrait bien qu'il y avait un vrai problème de censure. Il est indéniable que Hérédité n'aura pas ce problème-là. Au-delà de ça, en termes de pure réalisation, à part peut-être dans la manière avec laquelle Astor filme la maison, je vois pas vraiment de comparaison en fait entre les deux, parce que là où L'Exorciste reste un film qui est classique aujourd'hui, ou en tout cas qui a une structure dramatique qui est bien dessinée, Hérédité n'en a pas parce que Ari Aster passe son temps à utiliser des tricks de mise en scène qui servent à la fois de jonction entre les différentes parties, mais au-delà de ça, ce sont des tricks de mise en scène qui sont vraiment basés sur le mouvement. Or, si vous regardez bien, William Friedkin, dans L'Exorciste, justement, son travail, c'était surtout de poser sa caméra, la plupart du temps. Il aimait bien faire des plans fixes, mais dans lequel il allait faire germer quelque chose de puissant, quelque chose qui allait prendre au trip le spectateur. Ari Aster, lui, c'est par le biais du mouvement qu'il travaille tout son film, par le biais de la création d'un mouvement perpétuel, en fait, qui veut simplement montrer que cette chose qui touche cette famille est constamment en mouvement, qu'elle n'a jamais été statique, qu'elle a toujours fait partie d'eux, qu'elle a toujours fait partie de leur arbre généalogique et qu'elle ne les a jamais quittés. Du coup, le film passe son temps à avancer. Et si ce n'est pas avancer, c'est reculer pour laisser avancer les personnages. Comme si, même si ce n'était pas le cinéaste qui choisissait de laisser constamment un mouvement de l'avant et le fait qu'il ne pouvait pas stopper ça, c'était les personnages qui en prenaient eux-mêmes conscience et qui passaient leur temps à avancer vers la caméra. Les personnages, en plus, dans la mise en scène de Ari Aster, ne sont jamais statiques. Ils passent leur temps à avancer, à se bousculer, à se malmener. Et dans tout ce contexte-là, c'est là que je trouve que Ari Aster a réussi à créer quelque chose de fort, d'intense et de complètement unique. Oubliez cette comparaison ridicule avec L'Exorciste de William Friedkin. Le film de Aster est d'un tout autre calibre, un peu plus difficile d'accès, un peu plus complexe, un peu plus intense et finalement libre d'analyse en un sens. Car si la forme était déstabilisante chez Friedkin, Aster met en place autre chose ici. Bien au-delà du rythme bâtard, bien au-delà des situations qui posent presque un malaise constant ou interrogatif au spectateur, le cinéaste américain pose son métrage comme une question très ouverte au spectateur sur l'importance du mouvement, le côté crucial des messages dissimulés dans l'image, la nécessité de ne pas simplement poser une œuvre ainsi devant ses yeux, mais d'en faire un acteur essentiel pour que celui-ci cerne bien la nécessité de ne jamais s'enfermer dans une lecture linéaire de l'œuvre et de sa réalisation. En termes de casting, je ne saurais quoi vous dire si ce n'est que tout ce casting est vraiment excellent. Gabriel Byrne, c'est pas la première fois que je dis qu'il est bon, mais là, il est vraiment fantastique. Alex Wolff m'impressionne de jour en jour par ses choix d'acteurs qui sont de plus en plus culottés. Millie Shapiro a une tête qui fout les jetons, mais cette actrice est très douée. Anne Doyd est très bonne. Enfin, en fait, tous les acteurs sont bons, mais il y en a une qui explose tout parce qu'elle donne tout, parce qu'elle a envie d'une statuette. Toni Collette, on le savait déjà, est une immense actrice, une femme douée de talent, mais ici, elle repousse tout le plus loin possible. Comme le reste du casting d'ailleurs, mais c'est elle qui ressort, notamment au travers d'une scène de dîner à trois juste exceptionnelle, qui lui vaudra largement un Oscar je pense. Au bout du compte, Hérédité est une œuvre totalement singulière. Je ne saurais pas comment vous la définir. Ça commence en drame, ça évolue en thriller, ça finit en film fantastique et d'horreur. C'est une œuvre qui est inclassable, qui est impossible à conseiller à un type de spectateur en particulier. C'est un film où j'ai simplement envie de vous dire, soyez curieux. Dites-vous que vous n'allez pas forcément sursauter, que ce n'est pas ce type de film d'horreur-là. Allez voir Action Vérité si vous voulez voir ce genre de film d'horreur. Mais honnêtement, Hérédité de Ari Aster est une œuvre unique, singulière, peut-être pas aussi intense que peuvent l'être des films comme Ghostland, mais qui sont dans un genre très différent, mais dans son genre. Hérédité est fantastique,
Et je vous conseille très honnêtement de le voir. Et si vous êtes fan de cinéma d'horreur qui fait sursauter, soyez curieux et essayez un type de cinéma horrifique différent. A plus!